Et coucou toi! Bienvenue dans la chaîne La Fabrique du Livre. Je suis trop contente, trop stressée, trop excitée d'enfin me lancer sur YouTube. C'est une plateforme qui me fait extrêmement peur mais extrêmement envie à la fois depuis le tout début que je me suis lancée à parler de livres, parce que pour moi c'est vraiment la plateforme où tu peux pas essayer, te louper, publier quelque chose de très peu qualitatif. C'est des gens qui vraiment prennent le temps de se poser pour être avec toi. Généralement tu te prends une pause avec une boisson chaude, c'est un moment que tu attends, qui te fait du bien. C'est pas juste comme scroller sur Instagram ou sur TikTok avec du contenu qui se consomme extrêmement rapidement. Si tu choisis de t'asseoir avec une personne, c'est parce que tu aimes sa personnalité, tu aimes ce qu'elle renvoie, tu aimes ses recommandations et tu décides de partager un long moment de ta journée avec. Donc ça me faisait extrêmement peur, mais je suis extrêmement bavarde pour ceux qui me connaissent et du coup c'est aussi une plateforme qui me donnait beaucoup envie parce que je me disais que je pouvais peut-être beaucoup plus développer mes avis, partager mon quotidien, et donc je me lance enfin. Je me suis trouvé des excuses pendant extrêmement longtemps. J'ai pas de caméra, j'ai pas de micro, et finalement au bout d'un moment je me suis dit arrête de te cacher derrière tes excuses, au pire ton contenu ne sera que de mieux en mieux. Donc j'espère que vous m'entendrez bien, j'espère que la qualité de l'écran, le montage, le cadrage sera à peu près bien. J'espère que vous serez tolérants avec moi pour le début, j'essaierai de m'améliorer. En tout cas je suis preneuse de tous vos commentaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis La Fabrique du Livre sur Instagram et sur TikTok. Je parle de livres, j'aime lire depuis que je suis en primaire. J'ai commencé à lire, je pense, mes premiers livres non imagés. Avec des images, ça devait être les Winx ou les Witch. Et les premiers vrais livres que j'ai lus, entendons-nous, quand je dis vrai, je dénigre pas du tout ceux qui ont des images, ça devait être Arthur et les Minimoys, et en deuxième, je sais plus trop si c'était les Narnia ou les Harry Potter d'abord, mais en gros j'ai commencé comme ça. Et après j'ai lu énormément de fantasy quand j'étais au collège, au lycée. C'était vraiment quasiment exclusivement de la fantasy et du fantastique. Et après je suis rentrée en études de médecine, j'ai un petit peu lâché. J'avais plus envie d'avoir la tête dans les bouquins quand je n'avais pas la tête dans mes cours, donc j'ai très peu lu et je me suis remise à la lecture il y a à peu près 3 ans quand je suis devenue interne et que j'avais plus le temps, ou en tout cas que j'ai pris plus le temps de revivre pour mes passions. Et là depuis je lis un peu de tout, hein. Je lis des thrillers, je lis de la romance, je lis de la fantasy, dystopie, un peu de thriller là depuis récemment, mais ça c'est plutôt nouveau. Des bandes dessinées, j'adore les graphiques. Ce que je lis le moins peut-être, donc ça va être les contemporains. Et les mangas. Les mangas, je viens de me lancer avec les carnets de l'apothicaire, mais je suis pas du tout adepte jusqu'à présent, donc je vais me lancer, on verra. Pour me présenter aujourd'hui pour cette première vidéo, ce que je pensais faire, c'est vous faire un petit peu des contenus du type mes 2 influenceuses littéraires que je suis le plus, mes 2 romantasy préférées, mes 2 thrillers préférés, mes 2 graphiques préférés, mes 2 young adultes préférés, etc. Pour vous montrer un petit peu ce que je lis, quels sont mes goûts, quels sont mes coups de cœur, et puis pour me présenter finalement. Et puis après, au fur et à mesure, j'espère que je vous proposerai des vlogs, des book hauls, etc. En tout cas, bienvenue, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Donc voilà, c'est parti! Alors je vais me décaler car je vous mettrai ici du coup les différentes choses dont je parle que je ne possède pas. Si on parle des influenceuses littéraires, la toute première que j'ai découverte, je ne savais même pas que l'influence littéraire existait. Pour moi, quand on me disait influenceuse, je pensais Dubaï, bikini, les gens qui montrent leur vie. Enfin, c'était des choses qui m'intéressaient pas du tout. Je ne pensais même pas qu'on pouvait être influenceur littéraire. Et donc, j'ai découvert cette sphère avec Audrey, le souffle des mots. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. C'est quand même la leader des influenceuses littéraires et qui est absolument adorable. Et depuis le début, c'est celle que je consomme le plus et c'est resté stable. Je suis au rendez-vous pour chacune de ses vidéos du vendredi. C'est ma pause avant le week-end avec ma boisson chaude. J'adore son contenu qui non seulement est extrêmement varié, mais surtout extrêmement qualitatif. Je trouve que tous ses avis sont détaillés. Vraiment, elle va nous parler point de vue, écriture, dynamisme. Tout ce qu'elle fait est extrêmement complet. Tout ce qu'elle dit est extrêmement détaillé, pertinent et ça donne vraiment envie. Son contenu est très qualitatif, très esthétique, très beau, très régulier. Bref, j'en suis absolument fan et c'est donc celle que je consomme le plus. J'ai ensuite découvert Louise de Rêve ta vie en lecteur qui, elle, pareil, m'a beaucoup touchée, surtout parce qu'elle
lisait plus mon genre, hein, parce que Audrey elle lit pas de fantastique, même si du coup elle m'a mis et j'ai découvert énorme coup de cœur grâce à elle au young adulte notamment, mais elle lit pas de fantastique alors que c'était quand même moi mon petit chouchou. Tu vois. Louise pour ça j'aimais beaucoup parce qu'elle lit du fantastique, elle lit du jeunesse, je me suis beaucoup retrouvée dans son contenu aussi que je trouvais très spontané, très doudou, très cocooning, donc que je suis aussi depuis le début et de manière beaucoup plus récente, si je dois vous faire un top 3, mais attention il y en a plein d'autres que je suis, que j'adore, qui sont extrêmement compétentes, ce serait ma copine Elise Boots, qui elle pour le coup je suis depuis beaucoup plus récemment, parce que je l'ai rencontrée beaucoup plus récemment, et qui est vraiment une star pour le coup. Elle, alors vraiment c'est la queen des esthétiques, quand vous regardez son contenu c'est super beau, il n'y a rien qui est laissé au hasard, elle déjà elle est super belle donc on a envie de regarder son contenu, mais en plus tout ce qu'il y a autour, le cadrage qu'elle nous présente, c'est toujours magnifique, ses montages, que ce soit ses effets visuels, ses effets audio, enfin parfaite. Elise, vraiment, si tu passes par là, cœur sur toi. En plus, elle est dijonnaise comme moi et elle a été à l'initiative d'un book club sur Dijon où j'ai rencontré vraiment, je pense, les amies qui sont les plus régulières et chères à mon cœur en ce moment depuis que je les ai rencontrées. Au début, on était juste des personnes lambda et maintenant que ça fait, bon, pas encore un an parce que c'était en mai, notre premier book club l'année dernière, on devient amies. Et on est très différentes, mais c'est une safe place, tout le monde est extrêmement empathique et on partage cette passion de la littérature. Et si vraiment il y a quelque chose que j'ai appris depuis que je me suis lancée sur Instagram à parler de livres, c'est que tous les passionnés littéraires sont extrêmement bienveillants et ça c'est vraiment... mais c'est vraiment une pépite quoi, c'est une safe place, ça fait du bien, ça met du baume au cœur, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, les 3 personnes que je suis et qui me représentent le plus sur les réseaux. Ensuite, je me suis dit que j'allais vous parler de 2 auteurs, autrices que j'achète quoi qu'il arrive, je lis même pas la 4e de couverture, j'ai lu tous leurs romans parce que vraiment leur plume, leur engagement m'ont convaincue et il s'agit de 2 autrices pour le coup. On va avoir en premier Pauline Bilisari qui est une autrice notamment de poésie, mais qui s'est mis à faire des romans. Donc elle a fait déjà un premier roman qui s'appelait Les astres brilleront toujours. Oui c'est ça, Les astres brilleront toujours, et qui a fait des recueils de poésie, et notamment le premier que j'avais lu d'elle, avec laquelle je l'avais découverte, c'était Ma maison en fleurs. Elle a aussi fait Danser sous la pluie, Ça ira, qui vient d'être réédité, mais qui avait été auto-édité au début quand elle s'était lancée, qui est extrêmement beau également. Vraiment, dès qu'elle lance quelque chose, je ne regarde pas de quoi ça va parler, j'y vais. Chaque fois, je suis vraiment touchée en plein cœur, et surtout, j'ai l'impression de grandir avec ces recueils. Ils sont tous sortis à des moments un petit peu stratégiques de ma vie, en tout cas, où ça allait mal, où il y a eu un switch, un changement de cycle, de personnes auprès de moi, etc. Et à chaque fois, ces romans, ils sont marqués, en tout cas pour moi, de beaucoup d'émotions parce que je les ai lus en me vidant de tout ce que j'avais, de toute ma tristesse, ma rancœur, mon déni, ma colère, mon incompréhension face à l'injustice de la situation que je vivais à l'instant T. Et à chaque fois, j'ai refermé le roman, en tout cas le recueil de poésie que j'avais lu d'une traite. Certes, les yeux gonflés parce que j'avais beaucoup pleuré, mais le cœur plus léger et un sourire aux lèvres parce que ces recueils de poésie, c'est des chemins quand même plutôt initiatiques. Et même si, en tout cas, généralement, dans les premières parties, je pleure parce que je me retrouve dans l'âme un peu brisée parfois qu'elle peut décrire, eh bien, son roman, son recueil est évolutif à chaque fois et il finit sur une reconstruction, sur une dose d'optimisme, et vraiment ça m'a fait vraiment énormément de bien à chaque fois que je les ai lus. Après c'est peut-être juste contextuel pour moi, c'est peut-être pour ça que je suis touchée, mais à chaque fois ils sont tombés à des moments où j'en avais besoin et ils m'ont fait du bien. Donc vraiment Pauline Bilisari, je l'adore et je continuerai de la suivre et de la soutenir et de lire absolument tout ce qu'elle sort sans lire la 4e de couverture parce que j'ai confiance en fait, j'ai confiance. Deuxième autrice, il va s'agir de Clara Hérault. C'est pareil, j'ai lu tous ses romans. J'avais commencé avec L'effet boule de neige, donc une romance de Noël vraiment incroyable, je vous la recommande pour l'hiver prochain. J'avais ensuite lu Nos plus belles années, qui était son premier roman, mais je ne l'ai pas lu dans l'ordre de sortie, donc voilà, qui dénonce le viol avec les études supérieures, les amitiés toxiques, qui étaient extrêmement bouleversants aussi. J'avais ensuite lu Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, que j'ai ici. Je pense que je n'ai jamais autant pleuré qu'avec un roman de Clara Hérault, et notamment avec celui-ci, qui parle d'anxiété, de dépression, de questionnement sur l'avenir,
post-bac, avec la recherche de notre futur métier, tous les questionnements qui vont avec, le passage à l'âge adulte, le questionnement de la sexualité aussi dans ce roman. Enfin, tous les romans de Clara Héreau sont extrêmement engagés de toute façon sur des sujets importants, actuels et écrits avec justesse à travers ces personnages qui sont vraiment... comment je pourrais le dire, qui sont vraiment émouvants. Ils sont extrêmement émouvants parce que humains, parce qu'avec leurs défauts, et que c'est en ça qu'on se reconnaît en eux. Donc vraiment, Clara Héreau, je l'adore, je l'adore. Le dernier qui a sorti, c'était Le Tourbillon des possibles, que j'avais beaucoup aimé aussi. Tous ces romans sont des young adultes, je vous l'avais pas dit. Et le dernier était un young adulte un petit peu... j'allais dire atypique parce que je trouve qu'on en voit moins. On voit souvent les études supérieures, post-bac, questionnement, etc. D'identité ou de sexualité dans les young adultes. Et son dernier, Le Tourbillon des possibles, c'était sur le après les études. C'est une fois qu'on a notre diplôme et qu'on pensait que tout allait rouler parce qu'on a un diplôme donc on va forcément avoir un boulot. Mais en fait, c'est pas forcément le cas. Et la recherche de boulot, l'incertitude, se rendre compte que le milieu du travail, se vendre pour essayer de trouver quelque chose qui nous plaît alors qu'on avait plein de rêves, qu'on pensait que ce serait facile, que ça allait s'accomplir alors que ben non. Parfois, la vie n'est pas comme on l'avait espéré. Parfois, les chemins se tracent autrement. Il était extrêmement bien fait là-dessus parce qu'il s'intéressait à une période de vie qui est peu finalement représentée, je trouve, dans le young adulte. Donc, c'était vraiment incroyable aussi. Mais quand même, si je devais vous en dire un qui m'a le plus bouleversée, c'était Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Vraiment magnifique. Deux romantaisies que je vous recommande, Anatomy Love Story et Heartless Hunter. Donc Anatomy Love Story, c'est une duologie plutôt young adulte, voire même jeunesse. Je pense qu'on peut la lire à partir de 12-13 ans pour le coup, sans aucun souci. Il n'y a absolument pas de smut, donc de scènes explicites. Donc pour ça, on peut le conseiller à un public très jeune. On va être dans le Édimbourg du 19e siècle avec notre jeune protagoniste qui rêve d'être chirurgienne alors qu'elle est extraite de la noblesse. Donc non, en fait, tu vas pas faire un métier alors que tu es extrait de la noblesse. Ton seul rôle, c'est de te trouver un mari et de fonder une famille. Elle l'entend pas comme ça, donc elle va se mettre à rechercher un résurrectionniste qu'elle va trouver en la personne de Jack. Les résurrectionnistes sont des personnes qui vont déterrer les cadavres dans des cimetières pour les mettre à la disposition du corps médical pour qu'ils fassent des autopsies, qu'ils apprennent un petit peu l'anatomie, etc. et qu'ils s'entraînent sur les nouvelles pratiques, qu'ils fassent avancer les compétences médicales. Et donc elle va chercher à s'allier à Jack pour qu'il lui fournisse des cadavres pour qu'elle se forme de son côté parce qu'elle ne veut pas abandonner son rêve de devenir chirurgienne. C'est à la fois glauque, mais avec une touche de magie qui va plutôt être présente dans le deuxième tome, Immortality. C'est engagé, c'est féministe bien évidemment, puisqu'on est au 19e siècle et qu'à cette époque-là, une femme n'a pas le droit d'avoir des rêves, des envies professionnelles, d'autant plus. Donc voilà, vraiment celui-ci, cette duologie, je vous la recommande. En plus à Édimbourg, ça fait très Dark Academia, c'est très bien pour l'automne. Ceux qui aiment bien cette ambiance, foncez. Et en deuxième duologie, surtout parce que je l'ai fini de manière très récente et que du coup elle est très fraîche dans mon cerveau, il s'agit de Heartless Hunter. Pareil, une duologie qui est terminée, donc c'est bien comme ça, vous n'êtes pas à vous dire il faudra que j'attende la suite. Non, vous pouvez la dévorer en une fois. C'est une romantaisie entre une sorcière et un chasseur de sorcières à une époque où le règne des sorcières a été renversé et où la République du sang désormais gouverne avec la garde du sang qui est chargée de traquer les sympathisants et ceux qui abritent les dernières sorcières qui, elles, sont traquées pour être exécutées. Et Rune, notre protagoniste principale, est une sorcière qui se cache parmi les nobles de la nouvelle société, de la nouvelle hiérarchie, parmi les gardes, sauf qu'elle a une double identité. Elle joue la niaise, un petit peu simplette, elle va au bal, elle fait genre, elle fait partie de cette société la journée, et la nuit, elle se transforme en Sphinx rouge, qui est une rebelle qui cherche à aller faire évader les sorcières, les sauver, les aider à fuir la République et à se sauver finalement. Et elle va approcher donc Gideon qui est le capitaine de la garde de sang chargé de chasser les sorcières pour savoir où se cache une des sorcières qu'elle cherche le plus à faire évader, qui est une des anciennes amies de sa grand-mère, et à le charmer pour avoir ces informations. Et lui, à l'inverse, est à la recherche du Sphinx rouge, donc ils jouent tous les deux un double jeu qui pourrait être très dangereux pour l'un comme pour l'autre. J'ai adoré. J'ai adoré le système de magie. C'est une magie qui est liée à la magie du sang. Et donc en fait, c'est comme ça que les sorcières sont traquées, c'est-à-dire qu'on cherche sur elles des cicatrices, parce que généralement
généralement quand elles font des rituels, qu'elles font leur magie, elles doivent se prélever un petit peu de sang pour l'activer. Et donc une personne qui est dénuée de cicatrices va être exempte de suspicion d'être une sorcière, puisque ça veut dire qu'elle n'a jamais utilisé son sang. Et donc Rune, extrêmement maligne, mais du coup qui doit s'organiser et utiliser son pouvoir avec parcimonie, utilise le sang de ses cycles menstruels et n'a aucune cicatrice sur elle, ce qui fait qu'elle est exempte de toute suspicion. J'avais trouvé ça incroyablement intelligent. Incroyablement intelligent. Et on a une autre usurpation d'identité avec un plot twist incroyable à la fin du tome 1. Je vous jure, vous achetez le tome 1, achetez le tome 2, hein, parce que vous n'êtes pas prêts à la fin. Moi, à la fin, j'étais là en mode, mais quoi? Mais on nous a menti tout ce temps? Mais pourquoi? Donc vraiment, cette biologie, je vous la conseille. On enchaîne avec une sélection de 2 young adultes que j'ai adoré. On va commencer avec Juste une fille d'Élise Giraudot, que j'avais découverte avec La vie en turquoise, qui était son premier roman, qui était un roman à 4 mains autobiographique sur son parcours aux côtés de sa sœur qui a été atteinte d'un cancer des ovaires et qui est malheureusement du coup décédée, avec le vécu de son côté et du côté de sa famille, de tout le parcours de soins. Enfin, bref, son premier roman était incroyable. Et donc celui-ci, Juste une fille, va être sur 2 frères et sœurs qui vont aller en école d'ingénieur tous les deux, mais qui sont vraiment opposés. On va avoir d'un côté elle qui est extrêmement carrée, organisée, studieuse, qui fait du sport, qui a des troubles du comportement alimentaire, et lui qui cherche qu'une chose, c'est se bourrer la gueule, devenir populaire, faire partie du BDE, et donc ça va les éloigner. Ils vont être dans la même école, mais ils vont la vivre de manière extrêmement différente. On va avoir le sujet du viol qui va être abordé de manière très juste. Donc regardez les trigger warnings, hein, soyez-en au courant si c'est quelque chose qui peut vous toucher de près ou de loin. C'est vraiment écrit de manière très juste, donc si on l'a vécu, c'est bouleversant. Vraiment, c'est bouleversant. Ce livre, troubles du comportement alimentaire, études supérieures, anxiété, dépression, agression sexuelle, que des sujets extrêmement importants qui sont de plus en plus représentés dans la littérature young adulte, et je trouve que c'est bien. Ça doit être lu par le plus grand nombre, je pense, parce que ça ouvre les esprits. Ce que j'avais adoré, c'était que c'était un livre à double point de vue, donc on a le point de vue de la fille mais du frère, qui petit à petit s'ouvre pour ce qui est du frère tout au long du roman, et aussi extrêmement bouleversant, je trouve, à cet homme-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes dans cette situation qui peut-être osent pas trop parfois quand ils sont face à des comportements auxquels ils adhèrent pas de prime abord, ne vont rien dire pour rester dans le gang de la fame, tu vois. Deuxième livre, il s'agit de Minuit au bal des victimes de Charlotte Stéphane Boissé. Alors là, on est sur de l'histoire des arts, un retour dans le passé un petit peu à la Outlander, et également énormément de féministes, puisqu'on va suivre Daphné, qui est une étudiante à l'histoire des arts, qui est passionnée d'un peintre en particulier qui s'appelle Valentin Blois. Elle adore tous ses œuvres, elle respire Valentin Blois, elle vit Valentin Blois, elle rêve Valentin Blois, et un jour qu'elle est au musée du Louvre devant une de ses peintures à l'étudier, elle s'assoupit et elle se réveille dans le passé, 18e siècle je crois, oui c'est ça, 1796, dans l'atelier de ce peintre, qui en fait n'est pas un peintre, est une peintresse, Valentine Blois, qui se cache sous un pseudonyme masculin et se travestit lorsqu'elle va dans les réunions d'artistes pour pouvoir vivre de sa passion, parce que si à l'époque être une femme est un combat, être une femme peintre l'est encore plus. Et donc Daphné se retrouve à cette époque-là, et même si au début la seule chose qu'elle souhaite c'est trouver un moyen de retourner à son époque, elle va nouer une relation très touchante avec Valentine, et peut-être trouver sa place dans une époque qui n'est pas la sienne. C'était incroyable, vraiment incroyable, je vous le conseille à 100%, c'était un de mes plus gros coups de cœur depuis le début de l'année 2026. On enchaîne avec 2 dystopies, j'adore les dystopies et je suis trop contente que ça revienne un petit peu à la mode, je trouve, parce qu'on a eu notre époque, vous savez, quand, enfin en tout cas moi je sais, quand j'étais au collège-lycée où il y avait les Hunger Games, les Divergentes, les Labyrinthes, etc. Et j'adorais ce moment-là, et après il y a eu un petit... pas un flop, mais il y a eu moins de propositions dans les dystopies, et là ça remonte, je trouve. Donc j'ai envie de vous parler de la trilogie absolue de Margot Dessen, qui est complète, donc pareil, si vous voulez vous laisser tenter, vous savez que si vous avez un coup de cœur, vous pourrez enchaîner avec les 2 autres. Dans cette dystopie-là, on va avoir 100 jeunes qui sont envoyés chaque année dans la zone, qui est un espace clos où la bête, c'est comme ça qu'ils l'appellent, la chose, c'est pas la
bête, c'est la chose, est emprisonnée. Et donc chaque année, 100 jeunes de cette nation sont envoyés dans la zone pour essayer de vaincre la chose, sauf que chaque année, personne n'en revient. Et donc Prime et Johanna pensaient ne pas du tout être choisis parmi les mobilisés de cette année, ils pensaient avoir un avenir tout tracé, et ils vont être sélectionnés pour aller dans la zone. Et une fois à l'intérieur, vous vous doutez bien, puisque c'est une dystopie, il va y avoir donc des clans, parce que finalement il va y avoir des survivants, ils vont tomber nez à nez avec des survivants. Donc il y a eu une petite organisation subsidiaire qui s'est installée dans la zone, avec des clans qui sont régis par des chefs différents, qui agissent de manière différente. C'est un milieu qui est extrêmement dangereux, mortel. La chose, on ne sait pas trop d'où elle vient, c'est une intelligence artificielle, ce n'est pas une, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle est meurtrière, qui l'a créée, comment la désactiver, comment la vaincre, est-ce que la nation d'Érith, qui est la nation que eux ils servent aveuglément et par laquelle ils ont été élevés et qui les a envoyés ici, est en lien, est en cause, est responsable, alors qu'ils avaient une foi aveugle en cette nation. Vous le découvrirez, mais vraiment, j'ai adoré. Les protagonistes, déjà on a une fan family qui est quand même assez incroyable. Les protagonistes sont extrêmement différents. Prime, il était formé pour être un combattant. Johanna pour être une soignante. Oula, je crois que le cadre il se fait la malle. C'est bon, vous avez plus le mal de mer. Et on va avoir un troisième personnage qui doit être Edward, je crois, lui qui était plutôt un érudit. Ouais, c'est ça, Edward. Donc ils sont tout à fait différents. Et ils vont trouver l'un dans l'autre chacun des forces, des faiblesses, s'aider. Enfin, une femme de famille incroyable. Et puis, comme toute dystopie, moi je trouve qu'on suspecte tout le monde. On sait qu'il y a quelque chose qui va pas, on sait que ça vient du système politique, mais on ne sait pas comment ça a commencé, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui sont les vrais méchants. Et ça, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Par contre, je vous préviens, Margot Dessen, elle fait pas dans la dentelle. Hein. Donc je vous dirais pas de vous préparer à la Game of Thrones, mais presque. Hein. Vous attachez pas trop, soyez prévenus, sortez les mouchoirs, soyez prêts à avoir le cœur qui... Donc ne buvez pas de café avant, faites-vous votre petite tisane rooibos sans théine, sans caféine, parce que là vous allez vivre. Là. Deuxième dystopie, il s'agit de Outre Noir de Mark J. Gregerson. Les 2 premiers tomes sont sortis, le 3e tome sort là, à la fin du mois de mars, donc vous aurez la trilogie complète également, si jamais ça vous plaît. Celui-ci, pour le coup, je trouve qu'on en a pas assez entendu parler. Oh, mais incroyable, on est dans une société où la méritocratie fait foi, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es le plus puissant, que tu es le roi, que tu vas le rester. Si un jour quelqu'un te défie en duel et te vainc, tu retombes dans le bas de la cité, dans les bas-fonds, avec les pauvres, avec les moins que rien. Et lui, si c'était un moins que rien, c'est pas grave, ça devient le roi. Donc il faut être prêt en tout temps à défendre, que ce soit intellectuellement, que ce soit physiquement, parce que si on te provoque en duel, il faut quand même savoir se défendre, donc il faut avoir des capacités physiques à se défendre pour garder sa place. C'est la méritocratie qui fait foi avant tout, ce qui fait que dans cette société, du coup, personne ne se fait confiance, parce que tout le monde peut se retourner contre toi à tout moment s'il le veut prendre ta place. On est dans des archipels célestes, donc c'est un petit peu un univers à la pirate du ciel, parce que notre protagoniste principal, donc Conrad, essaie de s'embarquer dans les capitaines des airs qui traquent un petit peu ce que vous voyez là. C'est des bêtes d'acier et de métal qui attaquent les îlots flottants et qui sont des gargantuums, si je dis pas de bêtises. Peut-être gorgantones. Pas trop comment on dit, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Pareil, les archipels flottants sont au-dessus d'une énorme brume, on ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous de cette brume, personne n'a jamais réussi à la traverser, elle est toxique. Voilà, on ne sait pas d'où vient cet univers, on ne sait pas comment il a été créé, on ne sait pas à combien de temps on est de notre univers, notre génération, de la Terre en fait, pourquoi ils sont sur des archipels volants, d'où viennent ces créatures de métal qui les attaquent, etc. Quelle est cette brume? En tout cas, lui, il veut devenir capitaine déjà parce qu'il a été déchu, c'est-à-dire que son oncle, là vous faites encore la malle, son oncle a tué son père, l'a défié et a pris sa place. Et du coup, lui, avec sa mère, s'est retrouvé dans les bas-fonds, dans la pauvreté, dans la maladie. Il a gardé sa sœur avec lui, son oncle. Donc lui, il veut aussi sauver sa sœur à tout prix. Et donc, il veut se former à être capitaine pour un jour avoir assez de poids pour aller défier son oncle, pour récupérer sa sœur, pour se venger, etc. etc. Vous avez compris. C'était vraiment extrêmement original. Extrêmement original. Les créatures, là, les gargantuums, ils sont, moi je les imaginais, mais énormissimes. Enfin, vous voyez bien, normalement, ils font beaucoup plus 3, 6 fois, 10 fois la taille de l'archipel. Ils sont énormes. Et puis, bon, ce côté un peu pirate, mais pirate désert, ça faisait un peu... comment ça s'appelle l'île au trésor? Ouais, c'est ça, vous voyez le dessin animé de l'île au trésor. Ça faisait un peu ça, je trouvais. Donc j'ai vraiment adoré et j'ai hâte de lire le 3e tome qui sort la fin du mois de mars.
de jeunesse. Et on commence avec les jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Les jumeaux Croche-Mort, moi je trouve ça incroyable. On est chez des orphelins qui sont donc en orphelinat, qui n'ont pas de famille, pas d'amis, voilà, ils ont juste l'un et l'autre, et qui un jour vont être, pas requis, mais récupérés par des grands-parents dont ils n'avaient aucune notion de l'existence, pour les rejoindre dans leur manoir dans une ville dont on ne peut même pas prononcer le nom, dont aucun protagoniste hors de la ville ne semble pouvoir retenir la localisation ni s'y rendre. Lorsqu'ils sont recueillis, qu'ils vont dans ce manoir, ils trouvent qu'il se passe des choses un petit peu particulières. Déjà, les gens de cette ville les regardent bizarrement, comme si ils étaient responsables de quelque chose, ils ont l'air de leur en vouloir pour quelque chose, ils ne savent pas quoi, ils ont l'air d'aduler quelqu'un, quelque chose, d'avoir une religion un petit peu glauque et sombre. Personne n'est autorisé à sortir la nuit, en tout cas après le coucher du soleil, sinon il est retrouvé mort, car des créatures semblent circuler dans la brume qui vient au coucher du soleil. Bref, il se passe des choses un petit peu particulières, ils comprennent pas trop, ils ont l'impression qu'il y a des rituels un petit peu sataniques, que le manoir est vivant, cache beaucoup de choses. Voilà, c'est à lire à l'automne, selon moi, avant Halloween, j'ai adoré. Pour du jeunesse, je trouve ça quand même glaçant, j'avais adoré. J'étais là en mode « Oh, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est une trilogie qui est terminée, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, le tome 3 est dans ma palle, je l'ai toujours pas fini, mais je vous le conseille parce que vraiment, moi j'avais adoré, hein. Et puis ça se lit, mais d'une traite quoi, donc... Mais gardez-vous peut-être cette lecture pour l'automne, si jamais ça vous donne envie. Gardez-le vous pour l'automne, si vous êtes du style à lire de manière thématique pour être imprégné dans la saison. Ça c'est incroyable. Et de la même manière, la deuxième saga dont je vais vous parler, jeunesse que j'adore, c'est Agence Perdido de Victor Dicen et chez Bayard Jeunesse. Il y en a 2 tomes qui sont sortis pour le moment. Et il y a également une tome bande dessinée qui a été faite sur un des protagonistes, mais dans son enfance. Donc c'est compagnon, c'est pas forcément lié, mais c'est dans le même univers. Pareil, là il faut vous le garder si vous voulez pour l'automne parce qu'on est dans un univers de croque-mitaine et d'oubliettes. Donc en fait notre protagoniste principale, Lucie, elle est chez sa tante qui l'esclavagie un petit peu, qui lui demande pour être logée de la payer et donc de voler des choses. Donc Lucie elle vole des choses dans le métro etc. Mais bon elle est pas très à l'aise avec ça parce que bah, éthiquement voilà, elle est là en mode je suis une voleuse mais j'ai pas le choix si je veux être logée par ma tante donc soit. Et elle est quand même toujours à la recherche de sa mère, parce que pourquoi elle vit chez sa tante? Parce qu'un jour elle est rentrée chez elle, sa mère avait disparu. Et elle a jamais compris pourquoi, comment, en tout cas elle croit que sa mère est encore là. Et en fait elle est recrutée par Rita Perdido, de l'agence Perdido, qui est une retrouveuse, donc c'est-à-dire elle a le don de retrouvage grâce à des pendules. Elle arrive à passer donc de notre monde au monde des croque-mitaines qui sont des oubliettes. En fait les croque-mitaines sont des créatures malfaisantes qui, en fonction de leur niveau de dangerosité, soit volent des objets, soit enlèvent des personnes, soit carrément tuent des personnes, si on augmente dans la dangerosité. Et donc, Rita, c'est celle qui va vouloir former Lucie, lui apprend qu'elle aussi, Lucie, elle peut passer de notre monde aux oubliettes et a le don de retrouvage. Et donc, elle se met à espérer que sa mère a en fait été enlevée par un croque-mitaine, qu'elle va peut-être pouvoir la retrouver. Chaque croque-mitaine a... un petit peu son univers, son oubliette qui est à son image, avec ses sbires qui sont à son image. Chaque croque-mitaine a une force, mais aussi une faiblesse. Et c'est extrêmement original. Par contre, c'est pareil, hein, même plus que les jumeaux Croche-Mort, pour de la jeunesse, c'est un peu glauque. Hein, il faut... Enfin, moi, c'est ce que j'ai adoré et que j'en avais discuté avec Victor Dicen, que j'avais vu au Festival de Montreuil, sûrement, je crois. Et il m'avait dit que c'était vraiment tout à fait voulu. C'était dans un peu cet esprit des contes de l'époque. Si vous regardez les contes originaux des frères Grimm, de base, c'est pas des contes, hein, c'est pas Disney, c'est... Voilà, quoi. Tu vois, Cendrillon, elles se coupent le talon, les sœurs, pour essayer de mettre leurs pieds dans la chaussure et que ça aille. Hein. Elles sont pas en train de forcer et de mettre de la graisse. Non, non, elles se coupent le talon. Donc c'est glauque, en fait, les contes. Et lui, il voulait faire des contes glauques également, même si c'est... normalement pour les jeunesses. Et ça reste pour les jeunesses, hein, j'approuve, hein, mais c'est bien. Pour de la jeunesse, je veux dire, vous êtes servis. Moi, j'ai adoré. Et j'ai hâte d'avoir le 3e, parce que le 2e tome, c'est pareil. Le croque-mitaine qui est à l'honneur, incroyable. Enfin, l'univers, etc. Tout est extrêmement bien pensé. Je sais pas d'où il tire tout ce qu'il invente, Victor Dicen, mais j'adore. Vraiment, j'adore. Donc, je vous le conseille. Ouais, les gars, j'ai pas l'habitude hein, de parler autant. Enfin... Si, dans la vie de tous les jours, je parle beaucoup, mais là, d'affilée pour le contenu, j'ai soif. J'ai soif. Je me fatigue.
De fantaisie, après de graphique, et ce sera tout pour moi. Hein, ce sera très bien pour une première vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire certaines choses, que ça vous aura permis de cerner un petit peu ce que je lis. Bref, je vais pas faire ma clôture alors que j'ai pas fini. Concentre-toi Marie. Donc deux fantaisies que je recommande et que j'adore. On va avoir en premier lieu Supernova d'Axel Ménéglier. Ouais, c'est ça, publié chez la collection R. Oh, alors ça, si vous êtes fan de Harry Potter, pour moi, c'était un peu un Harry Potter, mais dans le monde des constellationnistes. Pourquoi? Je vous explique. Dans cette trilogie, qui est terminée également, hein, comme quoi je vous propose des choses que vous pouvez enchaîner, vous n'aurez pas à attendre. Notre protagoniste principal qui s'appelle Cassiopée, donc elle est orpheline. Comme toute bonne lecture, comme Harry Potter finalement, hein, ne sait pas trop ses origines, etc. Bon, elle est orpheline, soit, et découvre qu'en fait elle fait partie de la catégorie des constellationnistes, qui sont des personnes qui ont des pouvoirs qui leur viennent de leur signe astrologique. En fonction de notre signe astrologique, on a un pouvoir. Et qui donc va se retrouver un jour en présence d'une cérémonie d'attribution de pouvoir à l'entrée de l'académie des constellationnistes. Elle s'est retrouvée là par hasard et finalement, une fois que tout le monde est parti, elle monte sur la plateforme, un petit peu, vous savez, à la divergente où quand elle va choisir un petit peu si elle va être audacieuse ou abnégante ou que sais-je, et bien là, elle monte sur la plateforme pour voir si la plateforme va s'illuminer, si elle fait partie des constellationnistes, et la plateforme s'illumine alors qu'il n'y avait plus personne. Et finalement, à ce moment-là, il y a un instituteur qui passe, qui la voit, qui lui demande ce qu'elle fait là, et donc elle va être acceptée à l'académie des constellationnistes, dont elle ne sait rien, dont elle doit tout apprendre, hein. Un petit peu comme dans Harry Potter, hein. Lui, il n'a pas été élevé par des sorciers, il était avec des moldus, tout l'intrigue, les images bougent, mais pourquoi les jeunes de 3 ans savent déjà voler sur des balais parce que ils ont été élevés par des sorciers. Bon là c'est pareil, elle n'a pas été à l'école primaire des constellationnistes, donc elle est un petit peu dans les choux, elle doit rattraper son retard et aussi cacher un petit peu son retard, parce que avoir été élevée par des moldus, entre guillemets, je me souviens plus le mot, mais il y a un équivalent dans ce livre-là des moldus, c'est pas quelque chose dont il faut se vanter. Et puis, comme dans Harry Potter, finalement, il y a une prophétie, parce qu'il y a un méchant qui a pris le contrôle de leur terre natale, donc eux, maintenant, ils se cachent parmi nous, les constellationnistes restants, mais ils aimeraient bien retourner sur leur terre natale, et vaincre ce méchant, et ce méchant, il est à la recherche de l'élu, parce qu'il y a une prophétie qui a dit qu'il allait avoir une personne, comment ils appellent ça? Une supernova, qui aurait donc, non pas un, mais plusieurs pouvoirs du zodiaque, et qui signerait sa fin à lui. Donc il voudrait bien supprimer avant qu'il soit en danger, donc il cherche cet enfant-là. Et donc voilà, on est dans vraiment une ambiance ouais, enfin à la Harry Potter, quoi. Je sais pas trop comment vous convaincre autrement, quoi. Une personne orpheline qui n'a pas d'identité, qui n'a pas d'avenir, qui ne sait pas qui elle est, qui du jour au lendemain se retrouve avec des personnes qui lui ressemblent dans un univers qu'elle ne connaissait pas, avec une fin de famille parce que du coup elle va se trouver des amis, qui va se trouver une capacité, un pouvoir, qui va douter au début forcément parce qu'elle va se trouver nulle par rapport aux autres parce qu'elle a beaucoup de retard, mais qui finalement n'est pas moins n'est pas moins légitime à être une constellationniste parce qu'elle en est une de naissance via ses parents, qui va essayer d'ailleurs de savoir qui étaient ses parents, ce qui leur est arrivé, etc. etc. Et un élu, et une prophétie, et un combat contre les forces du mal, enfin, incroyable, incroyable. Là aussi j'ai un peu pleuré, préparé le mouchoir. J'ai pas lu le tome 3, mais j'ai peur justement de lire le tome 3. Autre fantaisie, ma maison d'édition préférée, Imeris Éditions, label fantasy young adulte. Label, non, pas label, maison d'édition Fantasy Young Adult, qui fait aussi des livres-objets incroyables quand vous prenez les collectors en participant aux campagnes Ulule, vraiment incroyable. Et donc là, je vous ai choisi Les Larmes d'Okia. De toute façon, ça a tous été des coups de cœur leur sortie, donc voilà. C'est le premier tome d'une duologie. Normalement, le tome 2 sortira soit cette année, soit en 2027. Je sais plus ce qu'ils m'avaient dit quand je leur avais demandé la dernière fois, parce que je crois que ça a été repoussé. Vous voyez, j'ai le hockey, j'ai pas l'habitude d'autant parler. Et donc là, on est sur un génocide de peuple, donc le peuple de notre protagoniste principal, qui était la lame royale, un petit peu si vous voulez, de la royauté de son peuple. Et lorsque son peuple et son territoire ont été envahis et décimés, elle s'est enfuie et elle est chassée par
le peuple agressant qui veut se débarrasser de toute personne. Ils ont tué presque tout le monde avec le génocide, mais pas tout le monde puisqu'elle est là. Donc ils la chassent pour finir le travail, pour être sûr que personne ne puisse revenir clamer le trône. Et donc elle cherche à se venger en revanche et à aller reprendre son royaume, son territoire aux mains de l'ennemi. On est dans une quête entre elle, son meilleur ami et un troisième protagoniste qu'on rencontre comme ça au décours mais assez rapidement. Et donc tous les trois vont aller en fait de terre en terre parce que donc le territoire qui a été pris est là et eux ils sont là au début, donc ils doivent retourner chercher leur terre et traverser déserts, dangers, etc. avec des elfes, des créatures malfaisantes notamment dans le désert. Ils vont passer aussi par une terre qui m'avait fait un peu penser aux terres des elfes dans le Seigneur des Anneaux, parce que là d'un seul coup très très prospère, très safe et très florissante, etc. Enfin, on a de tout dans les décors, des lieux qu'ils vont traverser pour retourner dans leur pays. Et puis alors à partir de je sais pas, 2 tiers, on enchaîne les plot twists. Mais alors moi je m'y attendais, enfin j'étais sur le cul et alors à la fin je me suis dit mais non mais c'est pas possible, je peux pas attendre la suite, je l'attends toujours. Alors que je l'ai lu l'année dernière. Imaginez mon degré de frustration et d'attente. Vraiment, c'était un coup de cœur cette lecture. Les plot twists de fin. Mais les trucs que j'avais pas vu venir. Je me suis dit, mais elle a pas pu nous faire ça. Elle l'a fait. Mathilde Lambin, elle l'a fait, messieurs, dames. Et en graphique, messieurs, dames, 2 graphiques que je décide de vous présenter totalement différents, vraiment, parce qu'on va avoir quelque chose de très bon enfant avec les Dérangés en 3 tomes. Donc les 2 premiers tomes sont une suite, c'est-à-dire que c'est l'histoire de cette protagoniste-là. Le 3e tome est un tome compagnon avec des personnages qui ne sont pas là, mais dans le même esprit. Et l'esprit, c'est une personne, donc un protagoniste féminin pour le coup, à chaque fois, l'héroïne, ouais, dans le tome 3 aussi, qui est à un moment de sa vie où il n'y a pas quelque chose en particulier qui va mal, mais il n'y a rien non plus qui va bien, quoi. Elle n'est pas épanouie non plus de fou, elle a un travail plutôt pour vivre en fait, pour avoir des sous, mais c'est pas la passion, sa passion c'est l'écriture, mais elle se lance pas, elle a un petit ami, mais oui, mais non, mais on sait pas trop, enfin c'est juste un peu par confort et par habitude, voilà. Et donc elle a une petite personne qui apparaît, et qui va être là pour lui donner des conseils. Donc au début elle panique, elle est en mode wow, il y a quelqu'un chez moi, mais en fait non, c'est un petit fantôme, une petite voix. En fait c'est la petite voix dans sa tête qui se personnifie pour l'aider à changer sa vie, à se reprendre en main, etc. C'est très drôle. C'est très drôle, ça met du baume au cœur. Chaque début de chapitre, on a des petites citations de cette voix dans la tête. Par exemple, là, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Vous voyez ? Donc c'est un petit peu des choses qui font du bien, des affirmations positives, ça aide à grandir. Moi j'aimais bien les dessins, je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez la colorimétrie, je la trouvais douce, c'était joli. Et surtout on a un petit protagoniste extrêmement drôle, c'est Pompon, non comment il s'appelle ? Je sais plus comment il s'appelle son petit chat, mais il a à mourir de rire. Il a à mourir de rire, il fait que des conneries. Où est-ce qu'on le voit ? Je sais pas, mais vous voyez, là, il est toujours là, il est en train de... Avec elle, il fait le mort parce qu'elle a fait son sport, enfin... Non, mais il est vraiment trop drôle. Il est vraiment trop drôle. Ça me frustre de plus savoir comment il s'appelle, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous donner une autre petite citation. 100% des choses qu'on ne tente pas échouent. Ben voilà. Et puis, au moment où je dis ça, voilà, la caméra se fait la malle. Donc, vraiment, ça fait du bien, c'est drôle, ça se dévore. Et puis, vous le refermez, vous êtes de bonne humeur, en fait. Vous vous dites, allez, je reprends ma vie en main... Enfin, je dis pas qu'il faut reprendre sa vie en main, parce qu'il y a des gens qui sont très bien dans leur vie, mais on peut toujours faire mieux, positiver et changer les petites choses qui feraient encore plus de bien au quotidien. Donc c'est une BD qui fait du bien, ça. À l'inverse, j'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens. Voilà, une saga préférée graphique, clairement on est là-dessus. Il s'agit du Château des Animaux. Le tome 4 vient de sortir, de Delep et Dorison, publié chez... Oh, je sais pas. C'est une bonne question, ça, Marie. Il faudra que je cherche et que je vous le mette, parce que je ne sais pas. Casterman, marqué là. Et donc là, on est dans une réécriture anthropomorphe de La ferme des animaux de George Orwell. Voilà, en gros, si je dois vous faire un pitch. Moi déjà, il faut savoir que les graphiques ou les protagonistes sont des animaux, j'adore ça. J'ai lu les 5 terres, j'ai adoré. J'ai lu les Black Sad qui sont un petit peu des Sherlock... ouais, c'est ça, des Sherlock Holmes, mais avec des animaux. Et là, le Château des Animaux, mais j'adore. Je vous montre les dessins, mais j'adore. Et donc, on est vraiment sur, effectivement, une révolution parmi les animaux, un tyran, etc. Oh, mais j'adore
les dessins. Mais regarde ça, les chiens là. Oh. Bon, c'est dur, hein. Pour le coup c'est dur du coup, hein, comme bande dessinée. Et le tome 4 d'ailleurs, j'ai peur que ce soit encore plus dur. C'est pour ça qu'il est rangé là-bas dans ma desserte, je ne l'ai pas encore sorti, c'est pour ce mois-ci. Mais vraiment un énorme coup de cœur. Si vous avez aimé La ferme des animaux, du coup extrêmement engagé politiquement et qui caricature les politiques, là c'est sous forme animale aussi finalement, La ferme des animaux c'est des animaux aussi. Donc on y est et c'est incroyable. Voilà, j'ai plus de salive, j'ai soif. Il est 13h30, j'avais dit que je serais en train de bosser dans un café à 13h30, je ne le suis pas. Il faut que je range les livres et que j'y aille. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires sur est-ce que le son est bon, est-ce que la qualité de l'image est à peu près correcte. De toute façon, ça s'améliorera quand j'aurai une caméra, quand j'aurai un micro, ça va venir, hein, mais juste, je voulais plus me cacher derrière ces excuses-là. Donc, est-ce que c'était à peu près OK pour vous? Et puis, n'hésitez pas à me faire des propositions de ce que vous aimeriez que je fasse, que ce soit, je pensais vous montrer toute ma pile à lire. J'ai une quarantaine de bouquins dans ma pile à lire dans une vidéo. Je sais que les formats qui plaisent le plus, c'est les vlogs. C'est ceux qui me font le plus peur parce qu'avec ma caméra, pour le coup, là, je me dis c'est pas trop mal parce que j'ai réussi à coller mon téléphone à la vitre et comme j'ai fait ça un jour où il fait beau et puis le week-end, donc où il fait encore jour parce que quand je rentre le soir, il fait plus jour. Je pense que la luminosité sera OK, mais si je me mets à vlogger et du coup avoir mon téléphone par monts et par vaux dans des endroits plus ou moins sombres, j'ai peur que vraiment la qualité s'en ressente. Donc je vais me lancer, mais pas tout de suite, enfin je sais pas. Il faut que je saute le pas. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que vous aurez envie de lire certaines des présentations que je vous ai faites. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous vous lancez. S'il y en a que vous avez déjà lu, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi et que c'était un coup de cœur ou en tout cas que ça vous avait ému. N'hésitez pas à me conseiller aussi dans les différentes catégories, différentes choses à lire. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup.